Si tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu ne provoques pas ta chance, elle n'arrivera jamais. La richesse est toujours un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Et d'ailleurs, le zadiste qui est au RSA, finalement, peut se retrouver libre financièrement. Quand un vice-directeur de Goldman Sachs qui vit à Manhattan, qui a ses enfants, qui dans les bonnes écoles, qui vit dans les bons quartiers et qui a offert le dernier 5 à main à sa bourgeoise ainsi qu'un Porsche Cayenne, se retrouve très vite dans une situation différente du zadiste qui, lui, peut se retrouver financièrement libre. Là, je vais bientôt fêter mes 3 ans d'entrepreneuriat. Je suis allé assez vite. J'ai monté plusieurs boîtes qui ont bien réussi très rapidement. Et il y a en effet un secret derrière ça, qui est celui de... Bonjour Rémi, Bonjour Damien, comment vas-tu? très bientôt. Moi je suis aux anges parce que je suis vraiment ravi de te recevoir dans mon podcast. Tu faisais vraiment partie de ma shortlist des personnes que je voulais avoir. Pour moi, tu es une personne qui est brillante et j'ai aimé parce qu'à chaque fois qu'on s'est croisés, on est parti dans des discussions autour de nos passions. Alors on en parlait même en off, autour de l'investissement et des finances, l'entrepreneuriat. On a pas mal de points en commun. Il y a des gens qui comprennent pas forcément quand on discute tout ce qu'on dit. Et, mais voilà, on part dans des bonnes discussions. Et voilà, je suis ravi, tu es le bienvenu dans ce podcast. Rémi, si tu me permets, je vais te présenter. Avec plaisir. Tu es ingénieur de formation et tu as très vite été initié au marché financier et à la gestion financière au sens large par l'un de tes oncles. Tu as commencé en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant pour basculer vers le monde du logiciel informatique et du family office. Tu es un expert reconnu dans la stratégie d'investissement en bourse à long terme nommée Value Investing. On va en parler dans ce podcast. Tu ambitionnes une valorisation de patrimoine à hauteur de 100 millions d'euros. Et tu es également l'auteur d'un livre Enseigner l'argent à vos enfants paru en 2022 et un média Parlons long terme qui cumule plus de 60 000 abonnés et principalement avec une chaîne YouTube où tu publies environ une vidéo par mois. Est-ce que j'ai bien fait le tour, Rémi? Oui. Donc, Rémi, on pourrait se dire avec cette présentation que tu as 52 ans et, et que non, tu as une grande expérience malgré ton jeune âge. Tu as quel âge, Rémi? J'ai 27 ans, ouais. 27 ans, ça m'impressionne toujours. J'ai eu dernièrement Axel Paris qui a 24 ans, qui a commencé à 14 ans. Et je suis impressionné du haut de mes 42 ans, de ces mindsets de jeunes. Vous avez la graine entrepreneuriale, la graine d'oser faire les choses différemment de la masse et à l'encontre de la pression sociale qu'on peut avoir au quotidien. Et je suis fan. Je suis votre premier fan parce que des fois, je me dis, tiens, et si, même si entrepreneur, faut pas le dire, mais et si j'avais commencé 10 ans avant, 15 ans avant? Et vraiment, bravo. Alors, Rémi, je voudrais, pour le début du podcast, dérouler des parallèles avec ton livre. Ok. Ton livre, tu parles d'éducation financière pour les enfants. Moi qui ai 2 enfants, 10 ans et 13 ans, et on en a longuement parlé, là, j'ai mon fils qui m'a demandé pour la première fois de se former aux crypto-monnaies. Et du coup, je lui ai donné une formation, il est en train de commencer. Et tout à l'heure, juste tout à l'heure, avant d'aller dans son cours de tennis, il est venu me voir et il m'a dit, Papa, ça a l'air super compliqué, quoi. Je lui ai dit, attends, tu viens de commencer. C'est pas compliqué. Il y a des compétences clés à avoir. Je vois dans ton livre, on va explorer certaines parties qui m'ont marqué. La richesse n'est pas un montant, mais un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Est-ce qu'on peut. Ça a été ton leitmotiv très tôt dans ton parcours d'investisseur et d'entrepreneur. Euh, En tout cas, c'est une ligne directrice qui m'aide aujourd'hui à gérer mon entreprise. Parce que beaucoup d'ailleurs, enfin tu vois, sur une entreprise, notamment dans le digital, moi je pense à une de mes boîtes, enfin par le long terme par exemple, dans laquelle on fait pas mal de consulting et de formation. Finalement, c'est une boîte sur laquelle je n'ai pas contracté de dette, donc qui n'a pas réellement de valorisation parce que l'intuitu personnel est très fort. Donc la valeur réelle de cette boîte, l'actif net de cette boîte, c'est le cash que j'ai sur les comptes plus l'argent que je place en bourse au travers de cette boîte. Et donc mon ratio d'enrichissement, c'est réellement la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense. Et si je me mets à dépenser l'intégralité de cette somme dans de la pub, par exemple, eh bien, je me retrouve à avoir un enrichissement qui est nul. J'aurais un CA qui serait démentiel, mais mon enrichissement réel serait nul. Et donc, la richesse, c'est toujours un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Et d'ailleurs, le zadiste
qui est au RSA, finalement peut se retrouver libre financièrement. Quand eh bien, un vice-directeur de Goldman Sachs qui vit à Manhattan, qui a, qui a ses enfants dans les bonnes écoles, qui vit dans les bons quartiers et qui a offert le dernier 5 à main à sa bourgeoise ainsi qu'un Porsche Cayenne, se retrouve très vite dans une situation différente du zadiste qui, lui, peut se retrouver financièrement libre, contrairement aux professions dans lesquelles on a été initié par le biais de nos études, par le biais des cercles familiaux qu'on a eu respectivement. On a été biberonné au prestige, alors que finalement, ce qu'il faut pour être libre, c'est se focaliser sur le profit, sur un ratio entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Excellent. Alors, j'ai commencé par ce zoom-là parce que il y en a plusieurs dans le livre que j'ai noté. Je vous encourage, je vous mettrai les liens dans la description d'aller lire ce livre si vous êtes parent. J'ai mis un avis Amazon. C'est une obligation, c'est soit une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien d'avoir une piqûre de rappel, soit on est passé à côté parce que la vie de tous les jours fait qu'on a une pression qui fait qu'on oublie. Mais non, on n'oublie pas que ce qu'on met dans la tête de nos enfants, ce sont des petites graines qui vont germer. Alors il y en a qui vont pourrir, c'est la vie, mais il y en a au moins quelques-unes qui vont germer et qui vont faire par un effet cumulé de belles choses quand ils vont atteindre l'âge adolescent, étudiant et l'âge adulte. Et on a quand même ce parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat parce que, et tu viens de le dire, c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat que de ne pas piloter sa trésorerie de se dire, de se voir tout beau et que tout va rester à la même croissance et de pas anticiper. Et je trouve qu'en fait, ton livre, il pourrait pratiquement se redéfinir parce qu'il est d'apprendre l'argent à tes enfants, mais en leur apprenant ça, tu leur apprends à devenir des enfants entrepreneurs. Parce qu'ils auront juste à appliquer les mêmes compétences pour monter un business. Et s'ils ont réussi pour la gestion de leurs finances, ils réussiront pour la gestion de leur business avec les mêmes compétences. Et j'ai trouvé, alors je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mon cher Rémi, mais j'ai trouvé très fort, j'ai trouvé plein d'analogies avec les compétences à acquérir dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne dirais pas que je l'ai fait exprès. Déjà, c'était un petit ouvrage modeste que j'ai écrit assez tôt pour apprendre à écrire un livre. C'était une problématique que beaucoup de mes clients me soumettaient en me disant écoute Rémi, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Maintenant, si je t'ai contacté à 40 ans, c'est que finalement, je n'ai pas fait cet effort avant de m'éduquer sur cette thématique-là. Comment est-ce que je transmets ça à mes enfants ? Moi, je n'ai pas encore d'enfants. J'ai eu la chance d'avoir une éducation financière qui était celle que j'ai eue, mais j'ai dû quand même également étudier certains points de mon côté. Et c'était une vraie problématique à laquelle je ne savais pas répondre. Donc, je me suis posé, j'ai lu les 20 bouquins sur la thématique. J'ai essayé de synthétiser un petit peu ce que mes oncles avaient pu me transmettre, ce que j'avais pu recevoir, ce que j'avais pu, de mon côté, processiser, entre guillemets, pour écrire ce petit bouquin qui se lit d'ailleurs très rapidement. Et finalement, c'est vrai que le prisme que j'ai du point de vue de l'argent est très orienté, ce que les Autrichiens appellent création de valeur. L'entrepreneur chez les Autrichiens, c'est le créateur de valeur. Et c'est en effet du coup un prisme qui est relativement entrepreneurial. En tout cas, je ne suis pas très objectif vis-à-vis de l'argent parce que j'ai plein de biais qui sont relatifs à mon expérience de vie de toute façon. Ouais. On va enchaîner sur un deuxième point qui est tellement vrai, mais tellement intéressant. Tu dis que le système scolaire classique nous donne l'indication que le pauvre est naturellement bon et le riche naturellement mauvais. Et du coup, en fait, là, je parlais tout à l'heure de graines. C'est comme si on nous donne un parasite à la place d'une graine qui va nous faire avoir un biais sur notre réaction face à la société. Tu peux nous développer ça parce que c'est quelque chose qui peut nous empêcher à certains moments de se lancer dans l'entrepreneuriat de peur, bizarrement, mais de peur de réussir. C'est très juste. Je pense que c'est d'autant plus vrai en France, où on a eu pas mal de discussions sur des notions sociétales, religieuses, etc. ensemble. Et je pense que c'est d'autant plus vrai en France de par l'héritage profondément catholique de la France. Je viens d'une famille catholique, je m'appelle Rémi de Truchy-de-Varennes, j'ai arbitrairement hérité des 4 piliers de capitaux de Bourdieu, comme mon patronyme l'indique. Mais je pense sincèrement que dans la Bible, le Christ est pauvre. Et quand on est riche et qu'on meurt riche, on est cupide, on est avare, c'est mauvais, c'est un péché finalement. D'ailleurs, l'avarice, alors que d'ailleurs chez les Américains, où finalement on reconnaît une tendance beaucoup plus protestante d'ailleurs,
juive et protestante. Il y a généralement le riche, c'est bien, quand tu fais beaucoup d'argent, tu accomplis la volonté de Dieu et tu retransmets derrière la société par le biais de la philanthropie. Le MIT a été créé par Rockefeller, quoi. C'est le genre de choses que l'on oublie pas mal. Donc, et je pense que ce point de vue qu'on a sur la richesse en France nuit à la réussite financière globale du pays, d'une manière générale, par rapport à la vision que les Américains notamment peuvent avoir vis-à-vis de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a ça maintenant ? Je pense sincèrement du coup que c'est sociétal et de toute façon, oui, ça a un impact négatif sur nos enfants parce qu'on ne nous apprend pas comment faire un maximum d'argent. Alors que comment dire, la réalisation d'un gros patrimoine ou autre n'est finalement que la conséquence de la valeur apportée, de la valeur ajoutée qu'on a apportée à l'économie et au monde, faisant fi d'une réussite exceptionnelle qui est le résultant d'une spéculation réussie ou autre. Si tu réussis à accumuler 100 millions d'euros, c'est que tu as eu un impact par le biais de la création de valeur, par le biais de l'entrepreneuriat, c'est que tu as eu un impact significatif sur un ensemble de gens et tu ne peux que t'en féliciter. Ça me ferait rebondir sur la notion de chance. Tu as eu la chance. On entend souvent ça, qu'on a de la chance. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi que la chance est une succession de chances qu'on a bien mis en place et qui paraît être une évidence quelques temps plus tard, quoi. Alors, oui, maintenant, je trouve que, tu sais, en mathématiques, c'est très important de toujours bien définir les conditions initiales et les hypothèses de départ. J'ai eu la chance de diriger un projet militaire à Madagascar quand j'étais en école d'ingénieur. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais quand même une paire d'as en main par rapport à quelqu'un qui est né à Madagascar sans éducation du tout, sans moyens du tout, sans études du tout, et qui se met à réussir dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai côtoyé notamment un restaurateur, tu vois, qui s'appelait Daniel, qui m'a énormément marqué, qui m'a fait me rendre compte à quel point j'avais un carré d'as en main et que je n'avais pas le droit de jouer finalement mon jeu, d'essayer, parce que par rapport à lui, je n'avais rien à perdre. Mais ceci étant dit, si tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu ne provoques pas ta chance, elle n'arrivera jamais. 100% de ceux qui ont réussi ont essayé, ça c'est toujours le mot. Et je pense que on sous-estime, et tu vois, dernièrement d'ailleurs, on avait cette discussion avec ma compagne, on soulignait la chance qu'on avait, et on se disait, mais finalement, on bosse pas tellement par rapport à nos potes qui ont choisi d'aller bosser en Suisse comme des malades pour maximiser leur salaire dans des boîtes différentes. Parce que certes, on bosse 7 jours sur 7, mais parfois on va bosser que 4 heures, parfois on va bosser 6 heures, parfois on va choisir d'aller se faire un spa l'après-midi. Enfin, c'est la vie qu'on a choisi de mener, qui est un petit peu décousue par rapport à une vie très cadrée, mais c'est la vie qui nous plaît. Et c'est vrai que finalement, je n'ai pas l'impression qu'en cumulé, on bosse plus. Mais par contre, on est plus souvent sorti de notre zone de confort. On a fait des choix qui étaient bien plus durs. Prendre un aller simple pour Tallinn, si tu veux, quand j'avais pas grand-chose de côté, c'était un choix qui était dur. Là, on redéménage en Lettonie, on connaît personne pour des choix qui sont stratégiques. C'est une énorme sortie de zone de confort alors qu'on est déjà confortable. Mais on continue à sortir de notre zone de confort. Et c'est une phrase de Bernard Arnault, la zone de confort est l'ennemi de tout projet, un truc comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il dit exactement ? C'est... Bref, oui, il faut sortir de sa zone de confort, et globalement, si tu as un business qui tourne bien, où tous les voyants sont ouverts, c'est le moment où tu dois être le plus frileux. Et quand tout est dans le rouge, c'est là où finalement tu peux être le plus à l'aise et faire preuve de créativité. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui aiment le chaos. J'aime bien les situations un petit peu chaotiques où il faut être créatif. Alors moi, j'ai une autre image là-dessus que j'explique aux gens qui nous rejoignent par exemple dans nos programmes autour des finances, de l'immobilier. C'est vous allez mettre d'autres lunettes. En fait, c'est comme si tu vas chez l'opticien et que tu changes ton prisme. Tu peux plus remettre tes anciennes lunettes parce que tu vois flou et ça donne mal à la tête. En fait, quand tu te lances dans ce milieu de l'entrepreneuriat, c'est pas un milieu, il y a que sur YouTube, tu connais l'histoire aussi bien que moi que tout est magique, mais dans la vraie vie des coulisses, quelque chose qui marche un jour ne marche pas le lendemain. Et c'est logique, il faut faire des pivots, faut modifier, adapter, changer. Mais à côté de ça, l'excitation qui va avec est tout à fait, pour moi, addictif, en tout cas. Ah, mais c'est clair. Enfin, on vit un jeu. Un jeu qui est passionnant, dans lequel on apporte de la valeur, dans lequel on se régale, on recrute, on joue avec nos propres ressources, on fixe nos propres règles.
Tu sais, c'est un petit peu la différence entre un Minecraft et un Snake, quoi. Sur Snake, que tu avais sur Nokia, c'était globalement un truc où tu jouais en 2 dimensions et c'est globalement le périmètre de ton travail quand t'es salarié. Alors que nous, on peut complètement se créer notre monde, quoi. Et ça, c'est incroyable. Alors, pour les plus jeunes, juste Ouais. pour les plus jeunes, allez taper le jeu du serpent sur Nokia 3310 ou un truc dans le genre. Vous verrez sûrement d'anciennes vidéos. Parce que là, vous comprenez peut-être pas, mais vous verrez et vous comprendrez la logique vraiment de 2 dimensions, quoi. Et je trouve que c'est vraiment, en fait, tu passes d'un espace vectoriel en dimension 2 à un espace vectoriel en dimension n quand tu pars dans l'entrepreneuriat. Et surtout, tu travailles pour toi. Ça veut tout et rien dire. Mais s'il y a un sens à donner à ça, c'est vraiment même tu vois, même le premier step, passer de salarié à travailleur indépendant. Le mec qui, toute sa vie, se passionne d'une thématique fatigante comme, je sais pas, le Six Sigma, tu vois, amélioration continue, Six Sigma. Si toute ta vie, tu es un consultant, tu fais que ça. Au bout de 2 ans, tu es quelqu'un qui est, tu arrives à peu près regagner le salaire que tu avais dans la vraie vie. Au bout de 5 ans, tu es vu comme une référence. Au bout de 10 ans, globalement, dans l'industrie, tout le monde te connaît. Au bout de 20 ans, tout le monde parle de toi quand on parle de Six Sigma. Au bout de 30 ans, tu es une légende et tu écris un bouquin. Et c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Gérard. Non, c'est pas Gérard Sumen. Gérard Sumen, c'est Python, mais bref, c'est un mec comme ça, là, celui qui a créé toutes les Green Belt, certifications et tout. Et finalement, il est tellement connu dans le monde du Six Sigma, de l'amélioration continue, que il est payé plus de 1500 balles la journée par à peu près toutes les boîtes du monde pour intervenir. Il a un bouquin qui l'a très certainement rendu richissime. Et c'est-à-dire que même un travailleur indépendant, c'est-à-dire même juste faire le choix de passer d'employé à ton compte, te permettra de te défaire d'une notion de plafond de verre relative à tes revenus, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton parcours, dans ton branding, dans ce que tu peux gagner. Tu vas pouvoir avoir l'effet cumulé de tout le travail que tu accomplis finalement dans le temps. Et ça, c'est magique. Tu vas te retrouver à travailler pour toi. Et si, en plus de ça, tu arrives à ajouter des gens dans l'équation, à produire plus de valeur, à créer des entreprises dont tu arrives à te sortir, là, tu es parti dans un engrenage qui est en effet très addictif et qui te sera bien plus profitable sur du long terme que le fait de rester salarié. Si tant est que tu aies bien compris les mécaniques économiques qui sous-tendent un effet cumulé et une réussite financière d'une entreprise, ce à quoi on était, je pense, toi et moi, naturellement sensibilisés, vu qu'on a été initiés enfin, on est tous les deux des financiers à la base, avant d'être des entrepreneurs. Et c'est le dicton de Warren Buffett, être un financier a fait de moi un meilleur entrepreneur, et être un entrepreneur a fait de moi un meilleur financier. Et c'est, je pense, très juste, et c'est très important de bien s'éduquer financièrement si on fait de l'entrepreneuriat, pour pas justement nuire à cette notion d'effet cumulé, parce que tu as aussi beaucoup d'entrepreneurs qui finissent pauvres. Il faut comprendre les concepts, les manipuler, comprendre si on a compris la manipulation qu'on a fait, et pas c'est la différence quand on passe dans ce monde-là, à la différence du salariat. Le parcours classique, effectivement, tu fais des études, bac plus 5, bac plus 8, bac ce que tu veux, et à la fin tu dis tiens, c'est bon, j'ai fini ma formation, et c'est ok. Et en salarié, on va t'obliger à faire quelques formations à droite à gauche. Tu vas dans un monde, sinon, de l'entrepreneuriat, entreprise individuelle, holding, activité commerciale, comme tu veux. Et là, il va falloir te faire ton amélioration continue, permanente. Et ça, c'est différent parce que personne viendra te chercher. Il va falloir tout seul monter, comprendre ces notions, les faire cumuler. C'est facile, c'est un mot, mais enfin, c'est 2 mots, pardon. Mais c'est plus que ça. C'est une logique à mettre en place dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, parce qu'on n'est pas un entrepreneur à mourir à 40 ans. Il faut être un entrepreneur dans la longévité. Donc, il faut aussi faire les effets cumulés sur sa santé. Perdre 2 heures de sommeil par nuit, et ben peut-être que tu vas gagner beaucoup d'argent, mais par effet cumulé inversé, tu vas mourir plus tôt. En probabilité, tu vas mourir plus tôt. On parle beaucoup de développement personnel surtout dans notre cercle, un petit peu des entrepreneurs du net, parce qu'on n'a plus que ça à faire. Mais je trouve que c'est un petit peu comme le véganisme, quoi. C'est une fois que tu n'as plus aucun problème de bouffe que tu peux te poser ce genre de questions. Mais la plus belle des écoles de développement personnel, je trouve que c'est l'entrepreneuriat, parce que ça te met tellement face à tes défauts, à une vitesse folle, à tes difficultés personnelles de concentration, à à la puissance du sommeil, à l'importance de bien faire gaffe à ce que tu manges pour être efficace l'après-midi, parce que tu bosses pour toi et il faut que tu sois efficace. Tu peux pas te permettre de boire 2 verres de vin de midi et de bourrer ton assiette de sucre lent, parce que sinon tu vas te prendre un coup de digestion terrible et tu vas pas pouvoir délivrer comme il faut. Donc c'est intéressant, ouais.
Alors, ça t'apporte. on va enchaîner sur une phrase que j'adore et tu vas me donner tes secrets du coup. Tu vas nous apprendre tes secrets. Grand amateur de cuisine, incapable de suivre une recette, mais plutôt tu t'inspires des différentes recettes pour créer les tiennes plus personnelles. Je suppose que dans l'entrepreneuriat, dans ta gestion de financière, tu as fait à peu près la même chose. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner les secrets qui te permettent de, on va dire, prendre A, B, C, D et d'en faire la méthode Rémi? Ah, tu le sais, je suis pas enfin, là, je vais bientôt fêter mes 3 ans d'entrepreneuriat. Je suis allé assez vite. J'ai monté plusieurs boîtes qui ont bien réussi très rapidement. Et il y a en effet un secret derrière ça, qui est celui de recopier des choses qui marchent. À la manière de la nature. C'est-à-dire que la nature, quand on est passé, enfin, la nature n'a jamais, tu vois, du jour au lendemain, amené un cheval on n'est jamais passé du cheval à 3 pattes au cheval à 4 pattes, quoi. À chaque fois, c'est un gène qui change. Et dans le business, c'est pareil. Il faut vraiment benchmarker et bien comprendre son industrie et son avatar, les personnes qui vont acheter ton produit, bien comprendre qui sont les concurrents qui performent, recopier le business et changer les quelques petits gènes qui feront toute la différence par rapport à la personne que tu es et à ce que tu souhaites apporter, que ce soit en matière de produit ou que ce soit en matière de processus de vente. Si on a la prétention de tout vouloir réinventer, on réussira rarement. Tu as un très bon, pareil, je suis désolé aujourd'hui, je me souviens plus des noms, mais tu as un très bon auteur et prof d'économie, c'est rare que je cite un prof d'économie, à l'EM Lyon, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'effectuation, et qui a pour but de définir justement ce qu'est l'entrepreneuriat. Et derrière ce terme d'effectuation, l'idée est la suivante, c'est que souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de l'idée révolutionnaire. Mais en fait, l'idée, c'est peut-être même pas 1% des entrepreneurs. Dans 99% des cas, c'est ok, j'ai un cousin qui est commercial, j'ai un autre cousin qui est plombier, moi je suis maçon, on va créer une boîte dans le BTP et on va apporter de la valeur. Et l'entrepreneuriat, c'est vachement ça. C'est qu'est-ce que j'ai finalement à ma disposition autour de moi que je peux réunir pour aider mon prochain. Et pour faire ça bien, j'ai ça à ma disposition. Comment est-ce que d'autres personnes qui ont ces ressources-là à leur disposition résolvent ce problème? Ok, on fait pareil. Et une fois qu'on a monté finalement une fois qu'on a suivi cette recette, qu'est-ce qu'on peut changer dans cette recette pour finalement faire toute la différence? Et moi, je n'aime pas suivre une recette à chaque fois. Je vais essayer de changer 2-3 choses. Par contre, s'il y a marqué qu'il faut 280 grammes de farine, peut-être que dans ma recette de pancake, je vais un tout petit peu, je vais rajouter un œuf, 3 œufs au lieu de 2. Je vais tester certaines choses, mais je ne vais pas complètement le sortir du scope. C'est-à-dire que celui qui a envie de révolutionner complètement, je sais pas, l'industrie des transports en se disant non, ben on va vendre que des monocycles alors que personne ne sait rouler en monocycle. Enfin, il va se planter. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser l'entrepreneuriat comme j'ai une idée. Non, les idées ne valent rien. L'implémentation vaut tout. Commence par implémenter ce que tes concurrents font, améliore. Et une fois que tu es dans l'industrie, que tu maîtrises l'industrie, innove à l'intérieur de l'industrie. Et c'est ce qu'on a pu faire avec notre logiciel, notamment Value Investing Scanner, qui a connu un succès qui est notable, en tout cas dans cette industrie, par rapport aux performances de nos concurrents, parce qu'on a amené de l'innovation, notamment sur les modèles de pricing. Mais pareil, l'innovation qu'on a amenée était un copy-paste sur le modèle d'affaires d'un autre logiciel qui marche bien en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est finalement comment assembler, encore une fois, des ressources que tu as à ta disposition pour faire les choses bien, en acceptant de se conformer tout de même au code de ce qui marche. Yes, excellent. Alors, je reviens là-dessus et ne pensez jamais qu'une idée. J'ai eu une idée, il m'a pris mon idée. Même juridiquement, une idée, elle vaut 0, en fait. L'expression de l'idée, elle par exemple, se protège. Mais on ne peut pas protéger une idée, par exemple, juridiquement. Ça vaut rien. C'est l'expression de l'idée, c'est la manière dont vous allez mettre en place l'idée, l'implémentation qui va pouvoir être protégée. Euh, c'est vraiment excellent. Et ça me fait penser à océan rouge, océan bleu. C'est-à-dire que toi, en gros, tu nous dis, pas grave, pas grave. Partez d'un océan rouge, c'est pas grave. Regardez vos concurrents, même si c'est un océan rouge. Moi, ça me Travaillez-le, rassure. étudiez-le et allez créer votre océan bleu. Moi, ça me rassure que ce soit un océan rouge. Si on me dit, alors, j'ai une idée, il n'y a personne qui fait ça, je me barre en courant.
Non, ce qui m'intéresse, j'ai une idée dans cette industrie. Globalement, de base, on a fait ça. Enfin, on a déjà fait notre chemin dans cette industrie. On a fait tant dans cette industrie. Enfin, aujourd'hui, du coup, on pourra peut-être en parler. Je fais pas mal de joint venture. Donc, je crée des boîtes avec des gens qui ont déjà créé des boîtes, soit en apportant de la valeur ajoutée, soit en les intégrant pour les conseiller sur différentes parties. Et justement, si on développe notamment du logiciel avec des gens qui ont déjà fait leur bout de chemin dans une industrie donnée, il faut que, à la base, ils connaissent parfaitement leur avatar, leur métier, et c'est parce qu'ils ont déjà une grande maîtrise et un portefeuille client bien établi qu'on va pouvoir ensuite apporter de la solution technologique en s'inspirant également de ce qui se fait déjà et en se disant quelles sont les synergies que l'on peut faire entre votre base client existante et une solution X qui ressemblerait à bien tel concurrent, quoi. Yes, c'est ça. En fait, il faut se décomplexifier la chose et se décomplexer de ce qu'on met en place. Moi, j'adorais les maths parce que j'avais toujours des profs qui disaient c'est une matière de fainéant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réinventer la roue, il faut appliquer les différents théorèmes et les poser, comme tu disais tout à l'heure, prérequis, hypothèses, etc. Et après, ça déroule. Et j'adorais ça, en fait, parce qu'en fait, d'une manière générale, ceux qui se cassent les dents, c'est ceux qui mettent 100% de leurs ressources dans je vais trouver l'idée, je vais trouver le truc. Attends, je me lance pas, je vais trouver et je me lancerai quand ça sera parfait. Et tiens, un autre point, tu vois, vis-à-vis de cette notion de recette je rebondis sur, tu vois, ça, tu m'as fait penser à ça, c'est que moi, chaque boîte a été un laboratoire pour la prochaine. Et la recette parfaite, quand on parle de recette de grand-mère, on parle de on se dit, les recettes de grand-mère, c'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel parce que des recettes, elles en ont fait toute leur vie. C'est pas les grands-mères ne naissent pas grand-mère déjà et avec d'excellentes recettes. Non, c'est juste que globalement, si t'as fait un poulet basquez, si t'es né dans le Pays Basque et t'as fait un poulet basquez toute ta vie pendant 40 ans, à la fin, tu sais que pour faire baisser l'amertume de ta daube, tu vas rajouter un petit carré de chocolat qui va faire toute la différence. Mais c'est finalement le résultat de centaines d'itérations qui vont faire ça. Et dans le business, c'est pareil. La pire des choses qui pourrait m'arriver finalement, tu vois, dans ma vie, ou qui aurait pu m'arriver en tant qu'entrepreneur, c'est de commencer avec ma meilleure idée ou avec ma meilleure opportunité. Je suis ravi d'avoir eu une succession de boîtes et de continuer à en avoir parce qu'à chaque boîte, je démarre un nouveau projet avec tout le bagage de connaissances que mon projet précédent m'a apporté. Et ça, c'est fabuleux. C'est excellent parce que ça va amener sur le point suivant que j'avais noté dans le livre. Et encore, je vais encore faire un parallèle. Alors, ce dont tu parles de l'argent pour les enfants et j'ai envie de dire, on pourrait dire l'entrepreneur qui veut se lancer ou qui commence à se lancer et qui est hésitant. Numéro 1, parler d'argent régulièrement le plus tôt possible. J'ai envie de traduire ça, parler d'entrepreneuriat, parler de ton domaine d'entrepreneuriat le plus tôt possible. Numéro 2, laisser les enfants expérimenter. Laisse-toi la chance, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, d'expérimenter. Tu me diras après si tu es OK avec mes analogies. Et numéro 3, on vient d'en parler, laisser la possibilité aux enfants de faire des erreurs. Moi, j'appelle ça, vous allez commencer à gagner des revenus, il y a 20% que vous allez mettre dans une sorte de département ressources et développement, et vous allez tester, comme la bonne recette. Vous allez tester une recette. Pas 100%, les amis. C'est pas vrai, ça marche pas. On brûle pas notre bateau. On n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner. Donc, on isole une partie qu'on va utiliser par contre là pour tester des recettes. Définissez des limites à ne pas franchir. Excellent. En dessous de ce montant-là, attention, j'ai mon matelas de sécurité, ma trésorerie de réserve, je ne peux pas aller en dessous. Il faut que je fasse par exemple, réduction de coûts. Regardez ce que j'ai dépensé, ce que j'ai sorti. Attention, warning. Excellent. Transmettez-leur une structure. Mettez en place la bonne structure au fur et à mesure et transmettez-leur une structure. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, transmettez à la naissance de ta personne morale que tu vas créer la bonne structure pour la nourrir comme il faut. Alors, j'ai lu ton livre avec une logique de l'interview et de transmettre ça à l'entrepreneur, mais pour moi, c'était ça coulait de source de faire ces analogies-là. Tu y avais jamais pensé quand tu as écrit? Je dois t'avouer que non, et ça fait 2 ans que j'ai écrit ce petit bouquin, donc là, j'ai pas tout en tête, mais je suis ravi je me dis, non, c'est cool, En fait, j'ai écrit ce livre aussi dans une dynamique un petit peu, là, je vais écrire un nouveau livre cette année, de laisser... c'est Nietzsche qui dit fort justement vis-à-vis de ce que l'on laisse derrière soi, des livres ou des enfants,
Parce que finalement, la seule chose qui est antifragile dans le temps, c'est l'information. Et l'information, donc génétique ou sur papier, vis-à-vis des écrits que l'on peut faire. Et moi, un des souhaits que j'ai dans ma vie, c'est de continuer à progresser déjà continuellement et de poser un petit peu des écrits qui me permettront de pouvoir aussi revenir sur, déjà à titre personnel, sur la personne que j'étais, tu vois, à 25 ans quand j'ai créé ma première boîte, à 27 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et aussi de pouvoir laisser cette trace-là pour ma descendance. Et donc, quand tu me dis tout ça, je me dis que je suis ravi d'avoir écrit ça à 25 ans. Et donc, j'avais pas fait le parallèle, mais c'est très chouette que tu en aies cette lecture et je suis très honoré que tu en aies eu cette lecture. Yes. Alors, je te rejoins sur le côté livre et je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais en primaire, je suivais des cours d'orthophonie. En CP, je quittais la classe plus tôt pour aller faire des cours d'orthophonie. En écriture, jusqu'au CE2, je crois que j'avais des grosses lignes dans mes cahiers. Tu vois, j'étais un peu en galère. Et, limite dyslexique, pas dyslexique, mais limite, tu vois. Je devais être, à l'époque d'aujourd'hui, on aurait dit que j'ai un 10 quelque chose, je pense quand même. Et tu vois, quelques années plus tard, j'ai mon livre qui est dans toutes les librairies, qui est édité. Et en fait, moi, je l'ai fait pour laisser une trace et montrer aux gens, et un peu comme tu le fais, c'est-à-dire montrer aux gens que on va voir le résultat à la fin. Faites, actionnez, ne râlez pas, lancez-vous, et on va compter, à la fin, vous compterez la beauté de ce que vous avez mis en place. Et peut-être qu'un jour, tu vois, quand j'aurai des petits-enfants, et c'est pareil, pour toi, on se retournera, on dira, tiens, regarde ce qu'il a fait. Tu vois. Et je pense qu'on met des graines à nos enfants. C'est le livre, tu as voulu le faire pour les graines pour les parents. Moi qui suis papa maintenant, j'essaie de mettre des graines à mes enfants. Regardez, moi, je l'ai fait. Je leur dis des fois. Mon fils, il a 17 de moyenne. Je lui dis, mais moi, j'avais 1 plus 7 de moyenne. J'exagère un peu, mais je disais, c'est magnifique ce que tu as aujourd'hui. Et en plus, tu as la connaissance de parents qui t'éduquent dans l'éducation financière, les finances et tout. Et je pense on peut donner ça. Et les livres, c'est un héritage. Donc je te rejoins, je te rejoins et je t'encourage à écrire Je savais pas que tu étais en train d'écrire un second livre. Je suis preneur. Tu me dis quand c'est fait. On le partagera à la communauté. C'est excellent. Euh, Coefficient d'intelligence financière. Bon, on parle constamment de QI. Moi, j'ai eu plein de tests à ce sujet-là et tout. Mais finalement, mais ça sert pas à grand-chose un QI élevé. Je connais plein de gens qui ont des QI très élevés. Il y a plein de gens surdoués dans ma famille, mais qui finalement font pas grand-chose et ont énormément de barrières mentales, qui malheureusement nuisent, je pense, à leur niveau de bonheur au quotidien. Alors que t'as pas besoin d'avoir 300 de QI pour être intelligent financièrement. Et en étant intelligent financièrement, tu as plus d'impact déjà sur toi-même, pour set-up plus de choses dans ta vie qui augmenteront ton niveau de bonheur, à commencer par une alimentation de qualité. Tu peux t'acheter du temps aussi pour en partager plus avec tes proches. Tu peux permettre à tes proches de profiter d'un meilleur niveau de vie aussi. Et voilà. Mais bien évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comment dire, je connais plein de... Enfin, t'as des peintres pauvres, t'as des profs qui sont pauvres, t'as des gens brillants dans plein de domaines qui sont pauvres. Je connais pas quelqu'un qui est intelligent financièrement qu'il le soit. Et mine de rien, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue fortement et il te permet surtout d'avoir ensuite de l'impact dans ta vie. Et c'est une phrase de William Hazlitt que j'aime également beaucoup qui dit notre répugnance face à la mort augmente avec la sensation d'avoir vécu en vain. Et je trouve que si tu augmentes ton coefficient d'intelligence financière, que tu mets à produire de valeur ajoutée, etc., autour de toi, tu réduis cette sensation d'avoir vécu en vain. Et moi, je peux passer sur une voiture demain, si tu veux. Moi, le peu de temps que j'aurais passé sur cette terre, j'aurais passé profondément heureux, notamment depuis que je suis libre. Et être entrepreneur m'a rendu libre. Est-ce que tu aimes poser quelqu'un qui te dit à la fin de la discussion, au fait, bon courage. Ça me fait penser à ça, ce que tu viens de dire. J'ai fait un webinaire il y a quelques temps et quelqu'un qui quittait le webinaire m'a dit bon courage. Je dis mais bon courage de quoi? Je suis heureux de faire ce webinaire. C'est horrible. Bon courage. Tu lui dis l'inverse est réciproque. À méditer. Alors, c'est marrant parce que j'étais sur la notion d'argent. J'allais citer une chose que dit un de tes mentors
Tu sais, Rémi, l'argent, c'est comme l'oxygène. Lorsqu'on en manque, on ne pense qu'à ça. Lorsqu'on en a trop, ça nous passe au-dessus de la tête. Et qui va avec, moins on a besoin d'argent et plus on en fait. Et ça, moi, je vois l'argent comme un flux financier, c'est-à-dire que je vois l'argent, c'est pas un jeu, ce serait péjoratif de dire ça, mais un vrai flux financier, c'est-à-dire qu'au final, on se rend compte, vous avez un montant sur votre compte bancaire, ce ne sont que des données numériques aujourd'hui, hein. Quand on fait un virement, c'est des données numériques d'un côté, de l'autre, c'est très digital. Et quelque chose que je dis aux gens que j'accompagne, c'est que là, vous souffrez trop d'argent pour prendre de bonnes décisions. Et si je vous retire la souffrance de l'argent, vous prendrez de bonnes décisions. Si vous avez la souffrance de l'argent pour prendre des décisions, vous ne prendrez pas des décisions éclairées. Parce que vous n'aurez pas le temps de prendre la bonne décision. Qu'est-ce que tu t'en penses quoi de ça? Quand tu as écrit ces mots-là dans le livre, tu avais quoi derrière et ça pourrait donner quel conseil, du coup, aux entrepreneurs ou aux personnes là qui ont un bon salaire, par exemple, mais qui ont peur de manquer, mais qui voudraient quand même se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, j'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, j'ai pas envie de dire que c'est un jeu. Moi, je dis clairement que c'est un jeu. Je joue un jeu au quotidien, ça s'appelle le capitalisme. Franchement, on se marre. Et dans ce jeu-là, pour gagner et exister longtemps, il faut apporter de la valeur. Tu peux ne pas apporter de la valeur et gagner beaucoup sur un court laps de temps, mais si tu veux exister pendant longtemps, la variable qui permettra ta réussite, c'est l'apport de valeur à la société. Ensuite, en effet, hein, si tu manques d'oxygène, tu suffoques. Si tu en as trop, tu t'en fous un peu. Et avec le blé, c'est pareil. Et quand tu suffoques, en règle générale, tu prends des mauvaises décisions. C'est-à-dire que tu vas tenter de revenir à la surface très rapidement, alors que peut-être que y avait une cloche juste en dessous avec de l'oxygène et qu'il fallait juste que tu tournes. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, à partir du moment où tu commences à avoir des flux de trésorerie positifs et confortables, en tout cas ne serait-ce qu'une trésorerie confortable, donc plus de 6 mois de besoin en fonds de roulement, tu vas te retrouver à prendre du recul, à réfléchir différemment. Et ça, on le retrouve partout, tu vois. Et juste pour finir cette analogie avec l'entrepreneuriat, souvent, tu vois, tu as des gens qui vont regarder, qui vont se mettre à dépenser en pub et qui vont regarder leur coût par lead, tu vois, au jour le jour. Alors que moi, à titre personnel, ce que je veux, c'est que d'une manière conceptuelle, mes coûts par lead soient digressifs sur un horizon de 3, 4, 5 ans. Et c'est pour ça que je vais investir dans du SEO plutôt que d'aller faire de la pub. Parce que mon but, c'est que ce soit digressif dans le temps. Et ensuite, quelle analogie on pourrait faire à des gens qui auraient fait le choix du salariat? C'est en effet, je pense qu'en termes de visualisation, on parle souvent de visualisation en développement personnel, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je choisirais qu'est-ce que je ferais de ma vie si j'étais, et d'ailleurs tout entrepreneur devrait se poser cette question-là aussi, si j'avais, je sais pas, 10 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais de ma vie demain? Aujourd'hui, je peux te dire, je ferais exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Globalement, il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Et c'est intéressant de se dire comment tu définis du coup ta vie idéale avec sans besoin financier. Quelles sont les cases aussi que tu veux cocher. Et ça t'amène déjà à mieux définir peut-être pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. À faire moins d'erreurs le jour où ça t'arrive, si tu as de la chance d'avoir du succès financier. Notamment si tu t'es bien dit qui tu voulais être, si tu avais coché ces cases-là. Et ensuite, après, c'est de la logique. Enfin, je trouve que de toute façon, d'une manière générale, si on se retrouve à suffoquer, si on se retrouve à être en manque de quelque chose à très court terme, tu vas faire des choix tout pourris. Alors que si tu es dans l'opulence, tu feras des choix qui seront plus raisonnés parce que tu sais exactement les ressources que tu as à disposition. Donc, c'est très important de régulièrement se visualiser finalement ce succès-là, ou se mettre dans une situation où on n'a plus besoin de soi, enfin, plus besoin de ça, ou en tout cas se le dire ou faire en sorte d'eux pour ensuite step back et faire de meilleurs choix. Mais c'est toujours facile à dire, mais compliqué à faire quand on n'est pas dans cette situation. Et là-dessus, je vous encourage à ce que j'appelle l'exercice du miroir, c'est-à-dire que ces exercices qu'il faut faire qui sont très personnels, très intra-personnels, pas forcément à partager avec d'autres personnes, même votre mari, votre femme. Et ça demande une totale franchise. C'est-à-dire que peut-être que le premier niveau, les 5 premières minutes, vous ne serez pas franc envers vous-même. Et ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, par exemple en coaching, c'est tu ne peux pas te mentir à toi-même. Parce que toi, tu sais. Il y a un moment, il y a ton inconscient, il sait que tu es en train de le balader. Tu lui raconter ce qu'on dit vulgairement du bullshit. Et du coup, faites cet exercice du miroir. Souvent, je vais faire à certaines personnes, ils me diraient, j'ai pleuré, Damien. Je dis, OK, c'est pas grave. Tu es là, tu as pleuré envers toi-même, mais faites-le. Comme l'exercice de tu gagnes 10 millions,
Passez les 10 premières minutes où vous allez dire, je vais faire un spa tous les jours, je vais faire ceci, Et c'est OK de le faire, c'est pas le problème. Mais passez le stade des banalités. Ce sont des banalités pour moi, OK? Vous pouvez les faire dès aujourd'hui au final, hein. Euh, et regardez la valeur que vous voulez apporter pour vous, pour votre famille. Passez, voilà, et prenez ce temps. Ça va pas venir en 3 minutes, mais effectivement, c'est leur exercice pour voir si vous êtes au bon endroit au bon moment en ce moment. Et si vous n'y êtes pas, c'est pas pour ça qu'il faut faire un burn-out total. Il faut juste travailler par effet cumulé, la règle des petits pas, des petites actions qui vont vous amener vers le chemin où vous avez la sensation que c'est celui qui va vous épanouir. Euh, on va enchaîner sur une autre partie, parce que j'ai trouvé ton livre, en fait, vraiment un fil conducteur magnifique. Si vous cherchez à gagner en liberté financière, rappelez-vous que c'est un marathon et non un sprint. Et j'adore parce que du coup, ça ne m'étonne pas vu qu'on s'entend, c'est exactement tout le temps ce que je me bats contre mes collègues en immobilier, en finance, qui parlent, tu sais, de s'enrichir, d'être libre en 3 mois, t'es blindasse. Vouloir courir un sprint sur 42 km vous conduira à prendre beaucoup plus de risques et de facto vous exposera à de plus grandes pertes. Et ça, les amis, c'est structurant. D'une manière générale, rien n'arrive en 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Il y a des déclenchements, il y a des actions. Et je vais vous le dire, et je le dis, et maintenant je le dis, je l'assume. Comme toi, tu assumes que l'argent, c'est un jeu. Moi, j'assume que vous êtes entouré de fainéants. Et moi, je fais du sport à un certain niveau. Et effectivement, je suis entouré de personnes qui me disent Damien, t'as de la chance et tout. Nous, on a commencé à prendre du bidon et tout. Je me dis what the fuck, quelle chance. Tu t'entraînes comme je m'entraîne. Et en fait, les gens, vous allez être entouré de personnes qui veulent des résultats sans faire les efforts. Et les efforts prennent du temps pour avoir les résultats que vous souhaitez. OK? C'est sauf faire un aller-retour en crypto-monnaie et être au pile poil au moment et le lendemain, ça a fait plus 30%. Mais même, Et ça te donne pas de bonnes leçons. En fait, c'est presque la pire des choses qui puissent t'arriver. Pour connaître plusieurs crypto-millionnaires, je peux t'assurer que ça ne leur a pas rendu service. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout, justement, compris l'effort qu'il fallait faire pour produire en réalité 1 million d'euros dans la vraie vie. Et du coup, ils courent. Sauf qu'ils ont set up leur standard par effet de cliquer sur cette performance-là. Donc, ils courent uniquement derrière des opportunités qui les amèneront à cette performance-là, et ça court à leur ruine. Mais j'ai des exemples. Enfin, je suis à Dubaï actuellement, j'ai des exemples autour de moi, mais c'est une catastrophe. hallucinant du coup à quel point ceux qui ont gagné beaucoup se sont retrouvés à reperdre plus de 80% de leur mise. Quasiment tous. Le facteur principal là-dedans, c'est ce dont on parle depuis le début l'un des sujets dont on parle en tout cas, c'est cette éducation financière, éducation entrepreneuriale, le goût à l'effort. Moi, j'ai été amené à accompagner la fille de quelqu'un qui avait gagné à l'euro million. Donc, il avait gagné 48 millions d'euros. On n'est pas sur une petite somme. Il est mort 2 ans plus tard. Il est parti en suicide total. Erreur qu'il a fait, ce bonhomme, c'est qu'il s'est déclaré tout seul à gagner l'euro million. Donc, si vous gagnez l'euro million et que vous avez des enfants, surtout, ne déclarez pas que vous avez gagné tout seul, déclarez que vous avez gagné avec vos enfants. Parce que quand il est mort, 8 millions de frais de succession. Et les enfants derrière, donc il y en a une des personnes, une des filles qui m'a appelé parce qu'elle se faisait arnaquer par tout le monde parce qu'elle n'était pas éduquée financièrement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle était? Elle était en burn-out. Alors que, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse? Je crois que de mémoire, il lui fallait 70 000 euros par an. Je lui dis, mais ok, t'as combien? Je lui dis, mais en fait, laisse-moi juste même pas 1 million d'euros de ce que t'as. Tu vas même pas faire de l'immobilier. On les place sur des trucs pourris parce que tu n'as même pas besoin d'aller chercher du risque. Tu vas te faire encore plus stresser. Et tu vas faire tes 70 000 euros sans toucher à ton capital. Tu vas vivre de tes intérêts, jamais toucher à ton capital. La part d'intérêt supplémentaire, tu la capitalises. Et par effet cumulé, tu t'enrichis. Mais et Nassim Nicolas Taleb en parle très bien. Pour beaucoup de gens, une fortune est un fardeau. Et c'est très difficile de faire en sorte qu'une fortune ne soit pas un fardeau. Et je pense qu'on a beaucoup de chance, toi comme moi, d'avoir commencé notre carrière par le sujet financier. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance réciproquement d'avoir un certain succès, que l'on n'a pas de difficulté à vivre. Alors que beaucoup, pour en accompagner quelques-uns du coup dans le cadre de mon métier, beaucoup ont des difficultés à ce sujet-là. Et les difficultés, elles peuvent être identitaires, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être purement
relative à de la gestion. Et ça doit être difficile d'avoir ce genre de difficultés, en effet. Et franchement, tu vois, je suis ravi d'être tombé là-dedans assez rapidement parce que ça me facilite. Enfin, là, tu vois, on est en train de set up une holding dans le monde du logiciel. On va vraiment appuyer sur l'accélérateur sur la partie logicielle cette année. Mais finalement, tout ce qu'on déploie aujourd'hui comme stratégie d'allocation de capital, d'acquisition, de joint venture, etc., sont nourris par l'expérience financière que j'ai pu eh bien, constituer sur ces dernières années. Yes. Et maintenant, si vous l'avez pas, en fait, ça se, c'est pas inné, c'est-à-dire que quand Rémi dit on a eu de la chance de l'avoir, en fait, c'est parce qu'on a choisi par je sais pas quel truc, une piste qui nous a fait commencer par par cette partie-là. Mais en fait, l'argent est un jeu. Moi, je dis Rémi, la vie est un jeu. Ah, mais c'est Parce que juste. tout ça, c'est un jeu. En fait, tout ce dont on fait là, le podcast, Et il n'y nos a boîtes rien et de tout, plus c'est un jeu sérieux tout que de ça. s'amuser. Et il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, quoi. Rémi, au Ouais. quotidien, c'est quoi ta motivation aujourd'hui? Ma motivation aujourd'hui au quotidien, j'irai m'amuser, m'améliorer, continuer à travailler pour être libre et faire en sorte que mes proches aient également le choix. Et enfin transmettre, parce que finalement c'est ce qu'on fait là, tu vois, actuellement, et on s'est rencontrés en séminaire, tu as vu, moi j'ai jamais été dans la rétention d'informations, quoi que ce soit. J'adore transmettre ce que je connais, j'adore recevoir aussi, et m'améliorer. Je pense que transmettre et s'améliorer, c'est vraiment deux choses qui m'animent beaucoup. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et au quotidien, c'est quoi ton rôle de chef d'entreprise? En 3 mots, je dirais allocateur de capital. Tu sais pourquoi je dis ça? Allocateur de capital humain et financier. Savoir où placer les flux de trésorerie de mes sociétés, que ce soit dans l'allocation de capital interne, dans le développement de mes boîtes. Et à ce moment-là, j'interviens parfois encore un petit peu dans l'opérationnel, mais de moins en moins. Allocation de capital actif en faisant des choix du coup de joint venture, de rachat de sociétés synergiques à ce que j'ai pu créer, et allocation de capital passif en plaçant une partie de nos flux de trésorerie également. Nous, en l'occurrence, c'est la bourse parce que c'est mon domaine de compétence, mais globalement, en allocation de capital passif, il y a la bourse et l'immobilier. Et ensuite, allocation de capital humain aussi, recrutement, meeting avec les équipes, motivation, et écoute, empathie. Et puis allocation de capital humain aussi, je pense qu'on peut mettre là-dedans aussi le pôle relation client, parce que c'est extrêmement important d'être en relation avec les gens que l'on aide, hein, et que l'on sert pour les entreprises dont je suis le prestataire. Et selon toi, du coup, c'est quoi la meilleure compétence que tu as qui permet de réussir au poste d'entrepreneur, de chef d'entreprise? Je pense que ça dépend vraiment de l'entrepreneur que tu es. Tu as plein de types d'entrepreneurs. Tu vois, est-ce que tu es sensible au test MBTI? Tu vois, j'ai un de mes potes qui m'a coaché sur mon système de gestion perso, qui est l'exact opposé de moi. C'est un I, donc le gars introverti. Bref, c'est l'exact opposé de moi, mais par contre, c'est un entrepreneur remarquable aussi. Donc déjà, je dirais qu'il n'y a pas un type d'entrepreneur spécifique. En tout cas, pour la personne que je suis et pour l'entrepreneur que je suis, extraverti, entouré de gens très analytiques, je le suis aussi, mais dans une moindre mesure par rapport à certains de mes associés, par exemple. Je dirais que là où j'ai mes deux plus gros avantages sont ma capacité à me projeter, la vision, c'est-à-dire savoir quoi faire pour que ça ait de l'impact dans 5 ans. Et finalement, au tout début de mon école d'ingénieur, j'ai lu les bons bouquins, je me suis orienté vers un business qui était relativement juste, et quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, globalement, j'avais des objectifs à 5 ans que finalement que j'ai atteint en 2 ans, mais je savais où j'allais. Et je pense que cette notion de vision m'aide beaucoup aujourd'hui à faire des bons choix et à set up les petites actions qui, cumulées, induisent des résultats intéressants. Toujours pareil. Et après, humain aussi, parce que c'est extrêmement bien. J'ai de la chance je pense, de savoir communiquer avec justesse. Et ça, c'est extrêmement important, que ce soit vis-à-vis de ses clients, mais aussi et surtout vis-à-vis de ses équipes. Donc, je pense que mes deux forces sont la vision et la communication. Excellent. Et quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer au niveau
de ce poste de chef d'entreprise? Toi d'abord. Toi, quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer? Le défaut que j'ai le plus de mal à gommer, c'est lâcher prise vis-à-vis des personnes de l'équipe. Et du coup, ils savent que je vais toujours quand même jeter un œil. Et du coup, des fois, ils me disent, bon, de toute façon, bah, si je le fais à 100% ou à 95, de toute façon, tu vas trouver l'erreur. Donc, autant que tu le fasses, quoi. Ok. Ah, j'avoue que ça, pour le coup, c'est pas un défaut que j'ai. J'ai un petit dicton vis-à-vis de ça, c'est recruter quelqu'un qui sait faire le taf à 70%, essayer de le step up à 80%, et le reste, j'accepte de laisser faire. Parce que je pense que c'est aussi quand tu... Du coup, mon plus gros défaut, c'est le focus. Je manage aujourd'hui plusieurs projets en même temps. Il faut accepter et en même temps, pour qu'un projet aille haut, il faut accepter d'y mettre des actions régulières tous les jours, sur du long terme. Et donc aujourd'hui, je suis obligé de mettre des actions tous les jours régulières sur du long terme sur plein de projets différents. Et donc ça, c'est à la fois, je pense que c'est ma qualité aussi parce que j'aime bien switcher d'un projet à un autre. Chaque projet me nourrit pour d'autres choses, mais c'est aussi mon défaut. J'ai réussi à concentrer ça quand même dans un écosystème qui a une forme d'inertie, mais il faut faire vachement attention au focus, et je pense que c'est typiquement le défaut qui me perdra le plus. Par contre, en étant amené à avoir beaucoup de projets, je ne peux plus me permettre d'avoir le degré d'hyper-exigence que je pouvais avoir quand j'avais qu'un seul projet. Et parce que je suis sous l'eau, j'accepte. C'est plus simple aujourd'hui pour moi de déléguer à plus de personnes que ça l'était au tout début, quand je déléguais qu'à une seule personne et que je n'avais qu'un seul projet, donc que j'étais, entre guillemets, très focus sur la qualité du délivrable. Aujourd'hui, parfois, je suis un petit peu moins regardant. Je responsabilise plus les gens avec qui je bosse, et je les vire plus vite aussi. Yes. Mais après, ça paraît tout à fait logique. Euh, Si on est clair dans les missions qu'on donne et dans les objectifs à atteindre et qu'on accompagne les personnes pour le faire, bon, bah, en retour, on peut se donner le droit d'être exigeant. Si par contre, c'est vrai qu'on leur dit, ouais, débrouille-toi, on donne pas de KPI, on mesure rien et on dit à la fin, bon, bah, ça marchait pas, c'est plus difficile. Mais si on est carré depuis le début, je pense que c'est tout à fait logique d'aller vite, quoi. Les bouquins, je trouve, de développement perso orienté entrepreneuriat américain m'ont beaucoup aidé de ce point de vue-là. C'est take all responsibilities, c'est-à-dire que dans tous les cas, moi, chaque fois qu'il y a une bourre dans la boîte, la première question que je me pose, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Et quand quelqu'un arrive en mode j'ai fait une erreur, je me demande qu'est-ce que j'ai mal fait moi. Et ça, c'est vraiment, je pense, que c'est un effort à faire, mais c'est vraiment ego is the enemy. Et qu'est-ce que tu as mal fait toi à chaque étape, parce que tu es responsable de tout dans ta boîte. Et accepter de prendre toutes ces responsabilités-là et d'être dans cette dynamique-là, et puis même vis-à-vis de tes équipes, tu vois, ça les décharge. Du coup, ils sont beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de te remonter une erreur, etc. Qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Par contre, à un moment donné, c'est bien d'être complètement là-dedans, mais si tu vois vraiment qu'il y a un abus ou que tu as fait une erreur de recrutement, j'ai fait des bourres de recrutement. Après, c'est un métier que j'ai appris et j'ai très mauvais au début. Tu as un défaut, je ne sais pas recruter. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est en or, mais ce n'est que le fruit de recommandations. Quand j'ai voulu faire de recrutement, moi, via Indeed et tout ça, mais à chaque fois, c'est-à-dire que je ne sais pas recruter sur du cold. Voilà, je ne sais pas recruter sur du marché froid. D'ailleurs, je suis pas très bon non plus dans l'acquisition sur le marché froid. Mais le marché froid, je suis pas très bon. Ouais. Et Après, et encore une fois, quand on est CEO au début, c'est plusieurs casquettes. DRH, ça reste un métier à part entière, hein. À part entière, quoi. Et c'est super dur. Là, tu vois, je pense être un bon CFO pour ma boîte, un bon CEO, un bon CVO, Chief Vision Officer, pour reprendre le terme de Simon Sinek, dans son livre Jeu Infini, que je te recommande, qui est très sympa. Mais par contre, la partie ressources humaines. Alors, moi, il y a un ancien responsable quand j'étais en banque qui disait ça, et pour le coup, ça, je l'aimais bien. C'était, tu peux venir avec un problème, donc tu peux venir avec une erreur. Par contre, si tu viens avec le plan d'action, sinon, c'est pas la peine de me parler de ton erreur. Et je trouve que c'est pas mal de donner ça à ses ressources, c'est-à-dire que tout le monde fait des erreurs. Par contre, tu viens pas avec l'erreur et t'attends le plan d'action. C'est que tu viens avec une proposition de valeur qui va potentiellement soit éliminer l'erreur, corriger l'erreur, atténuer l'erreur, mais tu viens pas juste avec ton erreur. Ouais. Je sais pas si Une phrase tu fais ça ou pas, mais j'ai une phrase, c'est une phrase qu'on avait entendue à un mastermind où on était tous les deux, là du Canadien, qui était si je dois réfléchir à ta place, c'est qu'il y a un joueur de trop. Et ça, j'ai ressorti, et ça marche vachement bien.
Et surtout, ça les pousse à. Donc, je dis, si je dois réfléchir à ta place, c'est qu'il y a un joueur de trop. Et je préfère que tu t'excuses plutôt que tu ne. Plutôt que. Enfin, il vaut mieux que tu t'excuses en faisant quelque chose plutôt que de ne rien faire. Donc, globalement, ils peuvent faire des bourdes. Il faut qu'ils soient force de proposition et on gère ça comme ça, quoi. Yes. Est-ce que tes études t'ont servi à ton poste de chef d'entreprise aujourd'hui? Oui, tu vois, souvent on a l'habitude de dire, d'ailleurs on crache sur le salariat beaucoup sur Internet, c'est quand même une condition intéressante pour lever beaucoup de dettes en immobilier, euh, quitte à dans un second temps entreprendre. De la même manière on crache beaucoup sur les études, mais moi à titre personnel ça m'a appris tu vois, la rigueur que j'ai aujourd'hui. Je me considère tout de même comme rigoureux par rapport à la moyenne notamment des entrepreneurs que l'on peut connaître, vis-à-vis de ce que j'ai pu mettre en place en finance et tout. À la base je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de rigoureux naturellement. Mais en ayant fait maths maths en ayant fait une école d'ingénieur, etc., j'ai vraiment appris à l'être. J'ai eu la chance de faire des stages dans des grosses boîtes en Suisse comme PMI. J'ai eu à ce moment-là des managers qui m'ont appris à communiquer en interne dans une grande boîte, à bien structurer des emails, à paraître professionnel. Et toutes ces choses-là sont des choses qui me servent. Bien évidemment, dans les études d'une manière générale, tu as 80% des trucs à mettre à la poubelle, mais par contre, tu apprends à apprendre, ce qui est quand même une compétence pas mal. Tu apprends à paraître plus professionnel, tu développes aussi un réseau professionnel. Aujourd'hui, je suis ma compagne est développeuse et on s'est rencontrés en école d'ingénieur et toute notre équipe, en fait la quasi-totalité de notre équipe quand j'y pense, sont des gens issus de notre parcours qu'on a rencontrés à un moment ou à un autre. Et nous, on a que des bacs plus 5 dans la boîte. Hein. Et on peut dire ce qu'on veut. C'était pas un critère de recrutement. Mais par contre, le fait est que tous les autres sont sortis du jeu parce qu'ils avaient des cerveaux qui tournaient moins bien, quoi. C'est pas. Maintenant, j'exclus pas du tout un jour recruter quelqu'un qui a même un bac moins 10 s'il me prouve qu'il est plus compétent, quoi. Et on a des prestats qui, je connais pas du tout leur CV, et ils sont très très bons, et du coup, ils bossent avec nous parce qu'ils sont bons. Mais le fait est que les études te structurent d'une certaine manière, t'amènent aussi à. Quand tu fais maths tu as quand même, t'as été habitué à un rythme de travail qui est quand même supérieur à la normale. Et quand tu es habitué à un rythme de travail ou à un rythme d'efficience et à une productivité qui est supérieure à la normale, tu vas derrière, ça devient ta norme. Et ça, c'est un point que je tiens à souligner. Tu vois, j'habite à Tallinn aujourd'hui. J'ai un de mes amis à Tallinn qui a un business qui est 15 fois plus gros que toutes mes entreprises réunies. Tourne très fort, tu vois. Et à la base, c'est un gars qui a un bac pro. Et donc, voilà, il n'a pas du tout un bac plus 5, etc. Et il a construit quelque chose qui est beaucoup plus balèze que tout ce que j'ai pu construire. Il a 80 personnes en dessous de lui. Enfin, c'est impressionnant ce qu'il a construit. Et j'admire tout ce qu'il a pu faire. En revanche, le fait est que, au niveau de sa méthode de travail, il perd beaucoup de temps. Et je trouve qu'il manque de structure. Il y a un gros problème d'efficience et de structure, ce que tu ne peux pas te permettre d'avoir, ce que tu apprends à gommer en maths par exemple. Parce que tu es tellement surchargé de boulot qu'il faut que tu sois efficace. Et je trouve que les études, notamment, m'ont appris à être efficace, surtout par rapport au schéma psychique que j'ai à la base, qui est un schéma très, très en arborescence, très créatif, à faire beaucoup de liens entre les choses et à pas être très focalisé. Et les études m'ont amené à corriger, entre guillemets, ce schéma de pensée. Pas à le corriger, mais en tout cas à faire avec mon cerveau, tout en ayant les exigences de ce genre d'études. Donc non, à 200%, c'est utile. Et surtout, c'est intéressant même pour des enfants d'arriver de faire ce genre d'effort-là. Tu vois, je recommanderais clairement à mes enfants de faire ça, ne serait-ce que vis-à-vis des personnes que ça va les amener à côtoyer, pour arriver à mener un projet jusqu'au bout, à faire des efforts qui sont pas simples, parce que les études, c'est quand même pas simple. Et en revanche, je les pousserai à avoir des projets en parallèle. Parce que c'est super important d'avoir des projets en parallèle, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et faire des études, c'est mettre. Et je verrai que par un chemin, un truc, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Et de la même manière, tu vois, c'est super important d'avoir des projets en parallèle qui soient associatifs, qui soient entrepreneuriaux. Et de cultiver cet arbre que notre connaissance représente pour qu'il continue à porter ses fruits. Et tout au long de notre vie, bien évidemment, si tu t'arrêtes de l'arroser, il restera à la même taille. Alors que quelqu'un qui continue à s'enrichir de lecture, de différents projets, ira beaucoup plus loin parce que ces connaissances, the more you learn, the more you earn, comme disait Buffett. Et c'est exactement ce que tu dis et je suis à 100% d'accord. Alors moi, je pose la question à chaque fois à l'invité pour avoir les retours et laisser ensuite
ceux qui nous écoutent se faire leur propre avis. Mais je me permets aussi de rebondir à chaque fois sur les réponses qui sont assez différentes. Et effectivement, moi, par exemple, qui ai des enfants, qui a un enfant de 13 ans qui aime beaucoup l'argent, pour lui, bon, en dessous de 10 millions, c'est bof, quoi, tu vois. Du coup, effectivement, je suis plutôt la logique de dire, OK, les études, ça va être un projet. Et tu vas pouvoir mener d'autres projets à côté, mais tu vas mener ton projet d'études. Et j'ai aucun problème pour que tu mènes, là, par exemple, quand tu te formes aux crypto-monnaies, il y en a qui vont entendre, 13 ans, il se forme aux crypto-monnaies. Il m'a demandé de se former aux crypto-monnaies. Est-ce que mon rôle de papa, c'est de lui dire non? Absolument pas. Non, c'est de lui dire oui, de lui donner, il n'y a pas de problème. Il a voulu se former à l'IA. Je lui dis, OK, maintenant t'appliques. Du coup, là, il applique un projet. Il teste un projet pour voir la difficulté. Et il a implémenté vraiment le truc que je lui ai dit. Là, il est en train de le tester sur le marché. Enfin, donc, il est en train de mettre en place comme un projet. Après, moi, ce que je lui glisse un peu pour le motiver, je lui dis, bon, si tout se passe bien et que tu fais des choses aujourd'hui, effectivement, quand tu vas faire tes études, il est possible que tu gagnes autant que tes profs. Mais pour autant, ça sera intéressant de les faire parce que, je suis 100% d'accord, le réseau que ça t'amène, apprendre à apprendre. Tu peux tourner en rond et tu peux dire. La plupart des gens qui disent que les études servent à rien, c'est quand même des gens qui n'ont pas fait d'études. Euh, Quand tu as fait des études, ça sert à apprendre à apprendre. Moi, je sais que quand je faisais des maths, quand tu tapes 10 heures de maths par semaine, enfin 10 heures de cours de maths par semaine, sans compter, en fait, tu sais plus pourquoi. Tu sais plus pourquoi pourquoi tu arrives à torcher le truc à un moment, mais ton cerveau, lui, il sait pourquoi. Tu l'as tellement donné Ouais. les trucs que tu sors. Et ça, effectivement, dans notre arbre de décision interne, à un moment, tout se passe à l'intérieur avec, pour moi, ce que j'appelle, j'imagine ça avec l'arbre de décision, c'est-à-dire qu'on a toujours plein de décisions à prendre. Notre cerveau, c'est un magnifique allié et c'est en même temps un super ennemi parce qu'il est trop brillant pour nous. Et du coup, il nous donne des fois trop d'informations et c'est pour ça que tu parlais du focus, qu'on va défocuser. Et c'est dur de revenir à ce qui est bon. Et du coup, moi, je parle toujours avec les gens que j'accompagne, mais même moi, dans mon quotidien, arbre de décision pour savoir quelle est la branche sur laquelle je dois me reposer à un moment précis. Et ça, les études, ouais, je suis 100% d'accord avec toi, ça développe. Et tu vois, tu parles des maths. Aujourd'hui, dans les multiples projets que j'ai, je dirige quand même une boîte de logiciels. Et pendant mon école d'ingénieur, j'ai appris tout ce qui était un Scrum Master, la gestion d'une équipe de dev via une méthode Scrum, qui est celle qu'on applique aujourd'hui au sein de notre boîte. Et mine de rien, je suis ravi d'avoir eu ce genre de... pour le coup, c'est spécifique au monde de l'ingénierie, mais aujourd'hui, je serais pas... Enfin, ça doit être beaucoup plus dur, je pense, d'aborder la création d'un logiciel quand on a zéro compétence informatique et compétence de management d'une équipe informatique. C'est pas... Enfin, c'est faire... le management d'une équipe informatique, c'est faire en sorte que des gens très smart bossent ensemble. C'est pas simple. Et c'est finalement des choses que, notamment, les études m'ont apporté de loin, parce que c'est toujours très différent quand tu fais ça dans un petit projet pour faire un casse-break par rapport à quand tu crées un logiciel informatique appliqué à la finance. Mais en attendant, ça te donne quand même une première expérience humaine, structurelle, qui est très intéressante. Et tu as compris quelque chose aussi dans dans ton expérience, c'est que, et c'est vrai en IT, c'est pas le plus dur de développer, c'est le plus dur, c'est de faire comprendre les gens entre celui et le besoin métier de la personne. Et tu l'as dans ton casse-brique, hein. À la fin, si ça casse pas des briques, euh, c'est la même chose. En fait, c'est traduire un besoin, des exigences, qu'on appelle des exigences, une exigence, en cahier des charges, en spécification fonctionnelle, macro-fonctionnelle, fonctionnelle, technique et développement. Et entre les deux, c'est un peu comme, ça peut être vite comme un téléphone arabe, quoi. C'est-à-dire, Ah, complètement. Et avec les boucles de rétroaction entre les product managers et les développeurs pour s'assurer que les tests, enfin, qu'il n'y ait pas de bugs, de ceci, de cela. Enfin, bref. Non, c'est clair. passionnant, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, une vraie félicitation à toi, parce que c'est un vrai challenge d'arriver à, comme on disait tout à l'heure, l'idée, oui, de faire une application de machin, c'est cool. Par contre, avoir l'expression de l'idée et la livraison, c'est pas la même, c'est pas la même. On n'est pas, c'est pas le même chemin. Non, 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 c'est pas le même chemin. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher ses études pour se consacrer à 100% à son projet entrepreneurial? Combien tu fais aujourd'hui avec ton projet entrepreneurial pour te permettre de te poser cette question? C'est la première question que je lui poserai. Et honnêtement, s'il n'est pas capable de gérer ses études avec son premier projet entrepreneurial, je ne sais pas s'il est fait pour être entrepreneur. On est,
C'est marrant parce que quand tu as posé la première question, j'ai pensé du coup à ta deuxième, c'est-à-dire qu'en gros, surtout si tu as été capable de faire par exemple 1 million avec 300 000 euros de bénéfices, tu devrais pouvoir gérer tes études assez facilement, quoi. Ça devrait être plutôt une passion, enfin plutôt Ouais. un truc assez simple, quoi. Moi, mes études, à la fin de mon école d'ingénieur, il y avait des matières, j'ai découvert en partiel, quoi. Je m'étais pas pointé au cours parce qu'en fait, tu avais le droit au partiel en école d'ingénieur, tu avais le droit au cours au partiel. Je savais que globalement, le truc était pas très compliqué et je me faisais confiance vis-à-vis du fait justement d'être assez efficace pour, en 3 heures, lire le polycopier et faire assez pour avoir 10, quoi. Après, ça dépend si tu vas être major de promo ou avoir 10, avoir une mention. Bon, Voilà, franchement, faire le minimum vital et puis bosser intelligemment aussi, c'est-à-dire, tu fais, franchement, les études, à la fois c'est compliqué, à la fois ça l'est pas tellement, c'est-à-dire que tu fais juste les partiels, tu refais les partiels des 2 années précédentes, tu as une chance sur deux de tomber sur le même, tu as des notes qui sont, enfin, t'auras de toute façon, juste en faisant cet effort-là, tu auras la moyenne, quoi. Enfin, c'est quand même, enfin, pas fou, quoi. ouais, ça me rappelle mes études, ça, où on était. Alors moi, à un moment, j'étais dans des cours où il y avait présence obligatoire. C'était assez suivi. Et c'est marrant parce que du coup, on n'écoutait rien. J'étais avec un petit groupe, on n'écoutait rien, surtout avec un binôme. Donc nous, on n'écoutait rien. Et il y en avait qui écoutaient, les premiers rangs qui écoutaient. Mais il se trouvait qu'à la fin, on était, nous, dans le top 3. Parce qu'en fait, on n'écoutait rien. On était obligé d'y être, sinon tu te faisais éliminer complètement. Donc on n'écoutait pas grand-chose. Par contre, on savait comment travailler, quoi. C'est-à-dire, tu reviens, tu lis le cours, tu fais les exos, et à la fin, tu passes devant tout le monde, quoi. Mais c'est fou le nombre de gens qui, et ça j'ai constaté pendant mes études, mais je pense qu'on le constate aussi dans le business, le nombre de gens qui ne bossent pas intelligemment. C'est-à-dire qu'ils vont bachoter, qui vont apprendre une leçon par cœur plutôt que de comprendre finalement ce qui sous-tend cette leçon. Qui vont, enfin, tu vois, j'avais des cours, après ça me faisait rire. En dernière année d'école d'ingénieur, j'avais des cours de comptabilité. Donc si tu veux, moi les partiels, je les ai passés, enfin j'ai passé les cours de comptabilité à lire d'autres bouquins, mais si tu veux, la prof ne m'en voulait pas. Et au partiel, je pense que j'avais eu 19 ou 20 parce que c'était de la compta. Et sur la compta, j'avais déjà j'ai développé déjà des algos d'analyse automatique des états financiers des sociétés. Donc, globalement, j'avais 2-3 notions. Mais c'est vrai que tu en avais d'autres qui apprenaient la leçon par cœur, qui me posaient des cols sur des questions de définition auxquelles je ne savais pas répondre. Par contre, l'exercice concret de comptabilité, c'était pas une question, quoi. C'était pas un sujet. J'avais ça, alors on va finir avec ça, mais j'avais ça avec. Moi, j'avais pas mal de personnes qui avaient raté médecine, Ouais. et du coup, qui venaient. Et du coup, toutes les matières de par cœur qui, moi, me saoulaient parce que. En fait, alors, ils avaient 20. Par contre, les matières qui étaient plus autour de l'algorithmie, donc en fait, t'as pas besoin d'apprendre, faut comprendre. Enfin, ouais, t'as pas besoin d'apprendre, faut comprendre. Et là, ils y arrivaient pas, quoi. Ils étaient tellement habitués à ingurgiter des datas, mais sans comprendre réellement pour remettre la même chose. C'est ce qui est en médecine, hein, la première année. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était la capacité à emmagasiner, à remettre, ce qui est vraiment pas à valeur ajoutée. Je sais Je pas pense aujourd'hui que si ça a changé ou pas. Pour le métier, c'est c'est encore encore le cas, mais pour le métier de médecin, le corps humain est tellement complexe, tu dois quand même avoir une quantité de connaissances tellement importante sur des signaux faibles qui pourraient t'amener à penser à telle maladie ou telle maladie que je ne trouve pas l'exercice dénué de sens vis-à-vis du métier en soi, qui d'ailleurs, je l'espère, sera bien révolutionné par l'IA parce que c'est super dur pour un être humain de connaître, enfin, un généraliste ou un urgentiste doit quand même savoir avoir un nombre de connaissances et un sens et d'expérience pour arriver à détecter si tu veux, la nana qui arrive enceinte, qui a mal au ventre et qui a finalement une hémorragie interne et qui finit morte. Enfin, mon père urgentiste, c'était un cas qu'ils avaient eu. Enfin, c'est super dur à détecter, sauf que c'est un cas où tu es censé eh bien, avoir les connaissances pour détecter ça. Et c'est super complexe. Et donc, c'est des métiers où il le faut. Par contre, dans la plupart des métiers, globalement, et puis même pour un métier comme ça, si tu n'as pas envie de te tromper sur des podologies ou des choses comme ça, la compétence numéro un qu'il faut avoir, c'est quand même de savoir réfléchir, quoi. Mais c'est vrai que l'école nous pousse beaucoup plus au par cœur finalement qu'à la capacité pragmatique de résoudre un problème en prenant le chemin le plus court possible, comme ce que les maths nous enseignent. Et c'est globalement ce qu'il faut faire dans le business, c'est-à-dire prendre des raccourcis, parce que si tu veux faire toutes les choses bien en appliquant tous les principes du business plan que on t'apprendra à Station F ou dans je sais pas quel incubateur de petits bourgeois subventionnés, tu vas te retrouver à quand même très rapidement te faire scalper par des mecs comme nous, quoi. Ça risque d'arriver. Tu vas pas comprendre pourquoi c'est passé devant toi. Euh, qu'est-ce que tu dirais au Rémi de tes débuts?
J'avais lu ta question et honnêtement, je sais pas. Reste hors de ta zone de confort. Reste hors de ta zone de confort. Peut-être prends soin de ta santé. Tu vois, il y a eu trop de moments où pendant mes études, après, je suis content d'avoir bien vécu, mais tu vois, j'ai fait un petit peu trop le con avec le sommeil, avec l'alcool et tout, alors que c'était des moments où j'avais beaucoup de temps, où j'aurais pu beaucoup plus lire et emmagasiner plus de connaissances. Et ça, tu vois, c'est quand même un petit regret que j'ai parce que il y a des excès qui servaient quand même vraiment à rien. Et sinon, ouais, continue à suivre ton instinct. J'aime encore beaucoup le cigare, j'ai l'impression en ce moment. Ouais, non, je suis encore. C'est mon dernier, mon dernier péché reste le cigare, mais ça, c'est professionnel. Non, non, hormis le cigare, j'ai quand même bien. Enfin, je suis plus du tout excessif en tout cas. Mais c'est vrai que non, comme tout le monde, j'ai mes vices et j'en ai eu plus d'un, mais on s'est calmé Donc, tu nous as dit que tu étais pour le business. un bon lecteur. En tout cas, tu cherchais beaucoup d'inspiration dans les lectures. Et est-ce que tu pourrais nous donner 3 livres qui t'ont marqué euh, et qui peuvent inspirer un déclic ou un réel passage à l'action dans l'entrepreneuriat? Qui peuvent inspirer un passage à l'action. C'est une bonne question. Qui peuvent inspirer un passage à l'action. En tout cas, une prise de conscience qu'une vie possible, une vie différente est possible si on prend conscience qu'en fait, on suit un troupeau et qu'il est possible de faire différemment. Tu vois, je vais te donner un exemple, moi, l'autoroute du millionnaire. Ouais, Quand le jeune, il va voir celui qui sort avec sa glace et qui rentre dans sa Lambo, je sais plus, et qui lui dit juste comment t'as fait? Et ben en fait, pour moi, c'est magnifique parce que si quand tu as envie de te lancer, tu te rends compte, en fait, tu démystifies que si tiens, j'ai envie de faire comme Rémi, ben, je vais lui poser la question comment il a fait? Plutôt que dire ah, ce connard, il a bien réussi, hein, il a dû avoir beaucoup de chance dans ton truc. Tu vois, avoir un mindset d'aller vers les autres, qu'apprend le livre, en fait, cette phrase-là, elle te dit ça. Pour moi, hein, c'est ma vision en tout cas. C'est quelque chose, ce genre de choses, quoi. Bah, le premier point, enfin, je trouve que déjà, le comment se faire des amis de Dale Carnegie est obligatoire. Si tu appliques ces principes dans ta vie, globalement, tu réussiras. Souviens-toi du prénom des gens, souris, sois avenant. Enfin, franchement, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 1930 et qui est encore, je pense, très très vrai. Et finalement, il y avait toute une nébuleuse à cette époque que l'on retrouve finalement là, un siècle plus tard avec l'infoprenariat. Parce que Dale Carnegie, il me semble que Andrew Carnegie, qui était le mentor de Napoleon Hill, est un aïeul de Dale Carnegie, à vérifier. Napoleon Hill, avec son Think and Grow Rich, qui a eu cette démarche d'aller côtoyer plein de millionnaires pour écrire son ouvrage, est quand même incontournable, et qui a d'ailleurs repris tout ce principe d'Andrew Carnegie des masterminds auxquels on participe, qui est super important. Donc entourez-vous de gens autour de vous pour grandir. Après, en bouquin inspirant, je ne sais pas si ça créera des déclics. Moi, je me souviens d'avoir écouté en livre audio Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, que j'avais bien aimé. Au moment où je me lançais, j'avais trouvé ça. Après, de toute façon, tu en as toujours plein, hein, celui d'Olivier Roland, La semaine de 4 heures. Enfin, des bouquins sur l'entrepreneuriat, tu en as plein, mais en tout cas, celui de Stan, je l'avais trouvé sympa. Après, c'est plus. Après, je sais pas si c'est les bouquins qui m'ont le plus aidé. Je pense que le bouquin qui de loin m'a le plus aidé, il me semble que tu l'as derrière toi, c'est ça le marketing de Seth Godin. Je sais pas si tu l'as derrière toi. Orange, là, c'est lequel ton bouquin Orange, là? Ouais. Non, c'est un bouquin d'un youtubeur en économie. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais, de Gilles. Ouais. Donc, non, c'est ça le marketing de Seth Godin. Ça m'a beaucoup aidé parce que à la fin de la journée, si tu vois, on se pose toujours plein de questions, notamment dans les événements dans lesquels on est. Comment optimiser ton tunnel, comment scaler ton truc, ceci, ton cela. En fait, si tu résous un problème qui est celui d'avoir un bon branding, toutes ces questions d'acquisition, de tunnel, de conversion de trucs, on s'en fout. Apple, ils sortent un nouvel iPhone, il y a une masse de gens qui achètent. Et et très rapidement, j'ai fait des choix qui étaient relativement justes, je pense, sur un plan marketing,
en ayant un bon branding grâce à toutes les lectures de Seth Godin. Et je pense que c'est très important, une fois qu'on a le déclic, en tout cas de monter en compétence sur le sujet du marketing et plus précisément sur le sujet du branding, parce que si on a une bonne marque, ça facilite tout le reste. Aujourd'hui, avec mon audience, avec ce qu'on a pu construire, on lance un truc, les gens, on a déjà une base de clients importante qui achètent. Quand on a lancé notre logiciel Value Investing Trainer, sur la première semaine, sans pub, on a fait 120 000 euros. Et ça, c'est une force énorme. C'est parce qu'on a une bonne marque. Et donc, ouais, ça, c'est un livre que je recommanderais ça à ceux qui ont le déclic. Et l'autre point qu'on sous-estime aussi énormément, mais qui est super important dans tous les aspects de notre vie, qui vont aussi avec cette notion de déclic, c'est le sujet de la négociation. Et à ce sujet-là, le livre Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Ross, négociateur numéro 1 au monde du FBI dans les situations de prise d'otage, est un livre mais exceptionnel, déjà très sympa à lire parce qu'il nous transmet ce savoir-faire de la négociation en nous racontant des anecdotes de sa vie de négociateur dans des situations de crise, en prise d'otage, mais aussi et surtout parce que les tips qu'ils nous transmettent, que ce soit sur la négociation business, que ce soit sur la négociation avec nos proches, pour leur faire comprendre les chemins de vie que l'on prend, etc., c'est super important. Après, en termes de déclic, je pourrais pas te dire que... Tu vois, il y en a qui vont parler de Kiyosaki, de plein de trucs. Moi, le déclic, je l'avais... Enfin, en fait, naturellement, je suis arrivé en école d'ingénieur, je me suis dit, attends, en fait, la perspective, donc si tu as cette vision, c'est ça, moi, ce que je veux, c'est être créatif. En fait, aujourd'hui, le métier d'ingénieur, dans 90% des cas, c'est des gens qui font de l'amélioration continue. Je vais avoir un plafond de verre. Les gens fantasment sur 3 000 euros par mois. Les gars, c'est pas mon truc, quoi. Mais comment est-ce que je peux gagner du blé dans le monde professionnel tout en étant créatif et en étant innovant? Parce que c'était ce que je pensais être le métier d'ingénieur à la base. En fait, c'est être entrepreneur. Donc, il fallait que je me penche sur cette thématique-là. À côté de ça, la finance m'a passionné aussi d'une manière... profonde et me passionne toujours de manière profonde. Donc, les choses ont fait qu'après quelques tests, je suis parti dans le monde financier, quoi. Excellent. Parce que tu parles beaucoup de créatif. Et ça, c'est marrant parce que c'est une démarche très analytique pour ta prise de décision. Et du coup, je pense qu'en fait, sans te rendre compte, tu mixes en fait la créativité. Et après, à un moment, tu calmes la notion de créativité et tu le remets dans une analytique pour voir quand même quel créa je pousse plus qu'une autre, quoi. Mais tu sais, quand je pars, donc oui, de toute façon, j'ai fait des concours de maths, j'ai fait maths UP, j'aime les maths. Et quand je me suis retrouvé à la fin de mon école d'ingénieur, j'avais finalement 3 choix. Continuer chez Philippe Morris International qui me proposait 8 000 euros par mois et monter mon projet de logiciel en finance en parallèle, ce qui était mon projet numéro 1. Partir à Station F pour porter ce projet de logiciel en finance, qui était l'option numéro 2. Ou partir à Tallinn, créer une boîte autour de cet écosystème-là pour avoir les moyens et la base de clients pour que ce projet-là réussisse. Et stratégiquement, ce qui me semblait le plus évident ce qui était le choix qui, selon moi, me permettait de maximiser au maximum mes chances de réussite, c'était le fait de prendre un aller simple pour Tallinn. C'est ce que j'ai fait. Excellent. Il y a une question qui est super importante, je pose à tous les invités, pour le coup. C'est un conseil pour la personne qui nous suit. Donc, dans l'audience, on nous suit. Il y en a qui vont nous suivre sûrement, ils sont peut-être dans le métro à Paris, avec les AirPods, en train de regarder des têtes autour d'eux. Des têtes super, en train de jouer à plein de jeux. Ça fait longtemps que j'ai pris le métro à Paris, mais à l'époque, c'était Candy Crush, ils étaient tous sur leur Candy Crush. Cette personne-là, elle a envie de se lancer. Mais dans quelques instants, elle va faire comme je l'ai fait pendant des années, elle va retourner dans sa prison dorée. Elle gagne peut-être ses 8 000 euros par mois, ou même 3 000 euros par mois, mais ça le fait, cette prison. Elle a son CDI bien payé correctement. Elle a envie, mais du coup, elle a peur. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui nous a écoutés du coup depuis le début? D'ailleurs, si vous êtes encore là, mettez le mot Estonie dans les commentaires. Ça montrera qu'il y a des gens motivés à vraiment écouter jusqu'au bout. Notre répugnance face à la mort augmente avec notre conscience d'avoir vécu en vain. Cette phrase de William Hazlitt. N'ayez pas de... Si vous continuez comme ça, vous aurez la sensation d'avoir vécu en vain. N'ayez pas ce regret-là. Autorisez-vous de vivre la vie de vos rêves. Le regret, le pire des sentiments. Et je pense que si vous avez cette flamme en vous, tôt ou tard, vous essayerez quelque chose. Mais vous pouvez rencontrer le regret de ne l'avoir fait que trop tard si finalement vous passez pas à l'action maintenant. Et n'attendez pas la bonne idée pour passer à l'action. Prenez le premier petit business qui vous passe sous la main et qui vous permettront de vous faire la main.
et tester, implémenter. L'implémentation, c'est tout, et vous pouvez implémenter pendant 5 ans parallèlement à votre boulot avant de vous lancer intégralement. Le tout, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage et commencer à s'amuser, à se passionner de ce monde-là si vous souhaitez un jour en faire partie. C'est excellent ce que tu dis, j'en parle dans mon livre. J'ai perdu mon père fin 2021 et avec mon frère, on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. C'est le moment où tu n'as pas envie d'entendre les médecins te dire que ça y est, c'est fini. Du coup, on l'a accompagné il était malade, il était vraiment malade. Et du coup, on l'a accompagné dans sa dernière nuit où il donne je sais pas ce qu'ils font, les anesthésistes et tout, mais tu sais qu'ils sont en train de calmer son cœur, ses poumons pour une fin douce. Et je me suis dit, tiens, papa, j'ai besoin que tu me donnes, pendant que tu es encore dans ton physique, ton enveloppe, j'ai envie que tu me donnes une dernière, donne-moi une dernière pépite. Ouais, et, du coup, j'ai itéré. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais j'ai itéré pendant que je lui tenais la main et que il était plus conscient, mais sur une dernière pépite. Et je me dis, en fait, il est en train de me donner une dernière pépite. Parce que quand je l'ai entendu, et c'est très dur d'entendre ça de la part sur ses parents, son dernier souffle, hein, ça suffoque et c'est fini. Game over. Et je dis, tiens, papa, merci, tu me l'as donné. En fait, c'est que je vais avoir un jour ce dernier souffle. Du coup, je veux pas de regret pour ce dernier souffle. Parce qu'il peut arriver demain. Ce que je dis souvent à mes enfants, en fait, on sera toujours un jour la veille de notre mort. Mais on ne sait pas quand. C'est juste. Et du coup, je veux pas de regret. Et ça va. Merci pour ce conseil. Tu es le premier à le donner avec cette citation. Et en fait, il est tellement bon. C'est-à-dire, dites-vous, OK, si demain tu meurs, est-ce que tu as des regrets ou pas? Et normalement, voilà. Et ensuite, intelligemment, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire n'écoutez pas les gens sur YouTube qui vous disent brûle le bateau, mon gars. Non, c'est des gens qui gagnent 1500 balles par mois, ou qui étaient au SMIC, ou qui n'avaient pas de boulot. Ou, on fait les choses intelligemment. Vous êtes dans une grande société, par exemple. On brûle pas le bateau en allant claquer sa dème. On part intelligemment si vous êtes en France. Vous avez des aides, vous avez faites-le intelligemment, étape par étape. D'accord, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris avec mon frère qui est avocat. Poser les bonnes questions, faire en sorte. On apprend ça intelligemment, d'accord? N'écoutez pas les gens qui vous disent brûler le bateau parce que c'est très facile de brûler un Zodiac. C'est plus difficile de brûler un beau bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ton conseil, par contre, il est très bon. C'est, voilà, si vous sentez que il y a des regrets qui peuvent arriver, si vous sentez que quand vous vous posez la question, il y a la larme à l'œil qui arrive, il y a un peu d'émotion, c'est que vous êtes sûrement sur la bonne voie pour prendre cette décision. Excellent, Rémi, j'adore ta réponse. C'était au top. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? Ça ne tient qu'à moi, tu vois, j'accorderai encore plus de temps à la lecture. Et il faudrait que j'accorde un petit peu plus de temps à la lecture. Sur une baguette magique, honnêtement, moi je vis, je vis la vie que je me rêvais. J'ai galéré hein, pour l'atteindre. Je l'ai énormément visualisé. J'ai passé énormément de temps, 7 ans de ma vie à faire des études pour un métier que je ne voulais pas faire. Et pendant ces 7 ans, je n'ai fait qu'une chose, c'était planifier finalement le plan de ce que j'allais mettre en œuvre à la sortie de ces études pour m'offrir la vie que je rêvais. Et ça fait un petit peu moins de 3 ans que j'ai sauté le pas. Et ce plan s'est bien déroulé. Et si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que ça continue pendant très longtemps, en bonne santé. Parce que c'est ce que je te souhaite et j'ai envie de te dire que tu fais tout pour et tous les indicateurs sont ouverts là-dessus. Garde bien cette coolitude, cette simplicité. C'est ça qui pour moi draine. En fait, c'est ça notre carburant. C'est se dire que tout ça c'est un jeu. Notre but c'est de gagner au jeu. Hein, on n'est pas là pour perdre, mais c'est un jeu. C'est-à-dire voilà, on peut perdre à certains moments. Le but c'est de gagner un jeu contre toi-même. C'est un jeu contre toi-même. Moi, tu vois, tous mes entre guillemets concurrents sont devenus aujourd'hui pour beaucoup des amis, des partenaires avec qui on s'entraide. Et il faut pas voir ça avec des dents de requin ou que sais-je. C'est un jeu sympa dans lequel il y a de la place pour tout le monde et sur lequel l'entraide et l'expérience de vie priment sur la réussite financière à court terme. Yes. Et de toute façon, les deux vont être, on a pu voir à certains moments, vont être très liés, quoi. Vont amener. On a fait un bon tour. Merci à toi, du coup, pour tout ce que tu nous as donné, pour toute la valeur.
j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité. Donc, la fin est pour toi. Et je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et je vous souhaite à tous d'aller bien, de profiter de la vie. Et le mot de la fin pour toi, Rémi. Bon, on va reprendre cette phrase, je pense qu'elle résume bien tout notre échange. Notre répugnance face à la mort augmente avec notre conscience d'avoir vécu en vain. William Hazlitt.